Chapitre 12. Le Petit Bourbon. Anagramme. Élomire Molière. Devant le monde comme un affront, Élomire a été placé au Bourbon. Pasquinade, Élomire Hypocondre, 1670. Conformément à l'ordonnance royale, Molière alla fraternellement partager le toit du Petit Bourbon avec la troupe italienne. Le docteur amoureux avait tant plu au roi que celui-ci alloua à la troupe de Molière une pension annuelle de 1500 livres à la condition que M. Molière s'engage à payer aux Italiens son entrée au théâtre Bourbon. Et Molière convint avec les Italiens, que dirigeait son ancien maître Scaramuccia, qu'il leur verserait l'intégralité de la somme, c'est-à-dire 1500 livres par an. La troupe de Molière eut droit au titre de troupe de Monsieur frère unique du roi, lequel attribua immédiatement à chacun des acteurs 300 livres annuels. Mais il faut ici, à notre grand regret, observer que, à ce que rapportent les contemporains, les acteurs ne virent jamais la moindre de ces 300 livres. On peut trouver la raison de cet état de choses dans l'état déplorable de la caisse du frère du roi. En tout cas, l'intention du frère du roi est une noble intention, reconnaissaient tristement les acteurs. On décida que les profits seraient répartis entre les acteurs en proportion de leur part. Molière recevrait en outre des honoraires d'auteur pour ses pièces. Le partage des jours de représentation avec les Italiens fut aisé. Molière jouerait les lundis, mercredis, jeudis et samedis. Par la suite, quand les Italiens quittèrent Paris, Molière eut les dimanches, mardis et vendredis. Le palais du Petit Bourbon était situé entre l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et le Vieux-Louvre. Son entrée principale était surmontée d'une grande inscription où l'on lisait « Espérance ». Mais le palais lui-même était passablement délabré. Toutes les armoiries et décorations étaient détériorées ou complètement détruites, car la guerre civile des dernières années était passée par là. À l'intérieur se trouvait une assez grande salle de théâtre, avec des galeries sur les côtés et des colonnes doriques entre les loges. Le plafond de la salle était décoré de fleurs de lys, des lustres cruciformes éclairaient la scène, et les murs étaient garnis d'appliques métalliques. La salle avait un riche passé. En 1614, s'y étaient réunis les derniers états généraux, si l'on ne tient pas compte de ceux que convoqua 175 ans plus tard Louis XVI. C'est dans cette salle que le prévôt des marchands de Paris, président du tiers-état, demanda au roi de sauver le pauvre peuple qui n'a plus que la peau et les os. Et à partir de 1615, quand le ballet royal l'eut quitté, la salle fut utilisée pour des représentations théâtrales, le plus souvent par les Italiens qui y donnaient leurs pièces. Mais les Français y jouaient aussi. La vie théâtrale du Bourbon s'interrompit quand commença la Fronde. Et la salle servit à incarcérer les criminels d'État arrêtés sous l'inculpation de crimes de lèse-majesté. C'est à eux que sont dues les déprédations subies par les décorations intérieures. Quand la Fronde fut finie, on représenta au Petit Bourbon la pièce de Pierre Corneille, Andromède, dans une mise en scène complexe et avec un accompagnement musical composé par notre vieille connaissance d'Assoucy. Celui-ci soutint par la suite qu'il avait ainsi donné la vie aux vers de Corneille. Enfin, la salle fut dévolue aux Italiens. Ceux-ci étaient très appréciés à Paris. Outre le fait qu'ils jouaient bien, ils avaient un machiniste et décorateur de premier ordre, Torelli, qui était un maître dans l'art d'équiper la scène pour permettre à ses compatriotes de remplir leur féerie de prodiges. Un feuilletoniste théâtral de l'époque, Laurey, a exprimé, en de mauvais vers, son enthousiasme devant les machineries des Italiens. Là-bas, volant au-dessus de la Seine, un diable épouvantable a effrayé tout le monde. De Paris à la Chine, on ne voit pas de telles merveilles. Les Italiens avaient en outre un merveilleux ballet, ce que ce même Laurey nota ainsi: mais vous avez beau dire, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir des Italiens l'étincelant ballet. C'est donc face à cette redoutable troupe que Molière et ses comédiens eurent à se produire. Jean-Baptiste, qui était arrivé à Paris au mois d'octobre, pénétra dans la maison de son père et étreignit tendrement le vieillard. Celui-ci ne comprenait pas très bien les raisons du foudroyant succès de son fils aîné, qui avait renoncé à son titre et qui avait abandonné la tapisserie pour se consacrer à l'art de la comédie. Mais l'épée brillante,
l'ami scouteuse, et le fait que Jean-Baptiste était maintenant directeur de la troupe du frère du roi ébranlèrent le vieillard et le réconcilièrent avec son fils. Après avoir bu un peu de bouillon et s'être remis dans la maison paternelle des émotions du 24 octobre, Molière s'installa sérieusement à Paris et commença à répéter au Petit Bourbon. Le 2 novembre 1658, Molière inaugura pourtant ses représentations au Petit Bourbon, non par une comédie, mais par la tragédie de Corneille, Héraclius. La pièce fut jouée de manière passable, et l'accueil du public décent, mais une certaine perplexité envahit Paris. Certains affirmaient que la troupe de Molière, jouait remarquablement, et mimait à l'appui de leur dire les rires du roi. C'étaient ceux qui avaient vu le docteur amoureux dans la salle des gardes. Mais d'autres disaient que la troupe de Molière jouait de manière très moyenne et ne comprenait pas pourquoi on avait fait si grand bruit pour lui donner le Petit Bourbon. Cela avait vu Héraclius. Le trouble qui régnait dans les esprits eut pour résultat de faire déferler un flot humain sur le Petit Bourbon. Chacun voulait voir de ses propres yeux quel genre de personnage était ce Molière dont tout le monde parlait. Le flot vint se briser sur Nicomède et sur le docteur amoureux, et un nouveau parti de témoins enthousiastes essaima dans Paris. De Nicomède, il était d'ailleurs très peu question. Les clameurs allaient uniquement à la beauté de Mademoiselle du Parc et à l'incroyable vertu comique de ce Molière et de son admirable farce. Les escouades suivantes de spectateurs n'eurent pas autant de chance. Molière représenta successivement 3 pièces de Corneille, Rodogune, Pompée et le Cid. Le public s'insurgea et un bouillant parisien qui assistait, debout dans le parterre, à une fastidieuse représentation de Pompée, eut l'heureuse inspiration de lancer une pomme sur la tête de Monsieur Molière, costumé en César. À la suite de cette hardiesse, la lumière se fit dans l'esprit du directeur de la troupe, qui annonça l'étourdi. L'ambiance changea du tout au tout, le succès fut total. Ceci pose néanmoins encore une fois l'importante question des raisons de l'échec des tragédies interprétées par Molière. C'est-à-dire, étaient-ce les acteurs de l'hôtel de Bourgogne qui jouaient bien la tragédie, ou Molière qui la jouait mal ? Ni l'un ni l'autre. En fait, Molière avait une manière d'interpréter les tragédies qui était très différente de la manière habituelle. Il y avait à l'hôtel de Bourgogne, comme dans tout théâtre, de très grands acteurs, tels Madame des Œillets et Monsieur Floridor. Il y en avait de moyens et il y en avait de mauvais. Beaucoup d'entre eux appartenaient à l'école de ce Bellairoze qui faisait les délices du grand-père Cressé, mais dont un Parisien particulièrement clairvoyant avait dit un jour « Le diable l'emporte, quand il joue on dirait qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'il dit ». Naturellement, cette appréciation comportait une part d'exagération, mais il faut bien avouer que Bellairoze avait un jeu artificiel que n'animait aucune vie intérieure. Quant au gras et maladivement jaloux Zacharie Montfleury, qui bénéficiait à Paris d'une tapageuse renommée, voici ce qu'en disait l'épicurien Cyrano de Bergerac. Montfleury s'imagine qu'il est grand uniquement parce qu'un jour entier ne suffirait pas à le bâtonner en conséquence. D'une manière générale, Montfleury excitait chez le fin connaisseur des choses de la scène qu'était Bergerac une telle haine que celui-ci se permit un jour, qu'il était ivre, de causer un scandale dans le théâtre en couvrant d'injures Montfleury et en le chassant de la scène. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve, premièrement, qu'un tel comportement était indigne de la part de M. Bergerac, dramaturge et élève de Gassendi. Il n'était pas difficile à l'époque d'insulter un comédien et cet acte n'avait rien de particulièrement héroïque. Mais cela montre aussi à quel point l'antique style déclamatoire pesait aux novateurs intelligents. C'est pourtant dans ce style-là que jouaient tous les acteurs de l'hôtel, les uns bien, d'autres mal. Molière, lui, avait voulu, dès ses premiers pas sur la scène, à l'époque de l'illustre théâtre, créer une nouvelle école d'interprétation où le texte dramatique serait dit d'une manière naturelle et entièrement justifiée de l'intérieur. C'est dans ce style que Molière avait commencé à travailler et à former ses comédiens. Que se passa-t-il alors ? Il semblerait que Molière aurait dû imposer ses vues et gagner à son système les cœurs des spectateurs.
Malheureusement, il n'en fut rien. Molière appliqua son système en premier lieu à la tragédie alors qu'il n'avait rien pour réussir dans les rôles tragiques, ni le tempérament, ni la voix. En résumé, il savait très bien comment la tragédie devait être jouée, et il la jouait mal. Quant à ses camarades, il y avait certes parmi eux de nombreux acteurs très capables de bien jouer la tragédie, mais le système de Molière était encore trop jeune pour pouvoir faire d'emblée la conquête du public. Enfin, quand les acteurs de l'Hôtel de Bourgogne entamaient la péroraison finale et déclamaient de leur voix parfaitement placée des monologues pseudo-classiques, Montfleury était passé maître dans cet art, ils remportaient un succès total auprès du public parisien de l'époque. Celui-ci voulait voir avant tout de puissants héros en armure, des héros à la voix d'airain, et non les modestes personnes qu'ils étaient eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Voilà quelle était la cause de l'échec des tragédies représentées par Molière. Au Petit Bourbon, L'étourdi fut suivi du Dépit amoureux qui eut lui aussi beaucoup de succès. Philibert du Croisy, nouveau venu dans la troupe, contribua pour beaucoup à ce succès par son interprétation remarquable du rôle de Métaphraste, l'érudit comique. Après le Dépit amoureux, la troupe italienne prit conscience du danger que représentait l'association avec le français Molière. Le public de la capitale, qui avait l'habitude de ne se déplacer que pour les Italiens, affluait maintenant aussi les jours où Molière jouait. Les pistoles d'or se déversaient dans la caisse des anciens vagabonds devenus comédiens attitrés du duc d'Orléans. Les parts des acteurs augmentèrent et le nom de Molière fut sur toutes les lèvres dans la capitale. Mais que disait-on ? D'abord, que le dramaturge Molière puisait impudemment dans les œuvres des auteurs italiens pour s'en attribuer les mérites. Avec le temps, la référence aux rapines de Molière entra si bien dans les mœurs que, s'il était impossible d'affirmer avec certitude ce qu'il avait emprunté et où il l'avait emprunté, on disait qu'il avait apparemment emprunté. Et quand ce dernier adverbe était lui-même difficile à justifier, on disait qu'il avait pu emprunter là ou là. On finit même par attribuer à Molière cette phrase retentissante et désinvolte « Je prends mon bien là où je le trouve », bien qu'il n'eût jamais rien dit de tel, mais au contraire « Je reprends mon bien », faisant ainsi allusion aux emprunts que d'autres lui avaient faits. En réalité, Molière connaissait admirablement, outre les œuvres des classiques de l'Antiquité, celles des auteurs espagnols et italiens, et il lui arrivait souvent d'emprunter des sujets à ses devanciers, de leur reprendre des personnages et parfois des scènes entières. Faut-il condamner cette étrange pratique ? Je n'en sais rien, mais je peux dire que, de l'avis général, Molière transformait tout ce qu'il empruntait en quelque chose d'infiniment supérieur à l'original. Les critiques écrivirent, notamment après le Dépit amoureux, que Molière avait trouvé l'essentiel du contenu de son œuvre dans la comédie de l'italien Niccolo Secchi, L'Interesse, comédie écrite 75 ans avant la pièce de Molière. Par ailleurs, il avait pu s'inspirer d'une autre pièce italienne, Les Insuccès de l'amour. En outre, il avait pu reprendre une idée exprimée dans une pièce d'Horace, l'auteur de l'Antiquité. Enfin, il avait pu trouver quelque chose dans El perro del hortelano du fameux dramaturge espagnol Félix López de Vega Carpio, qui était mort à l'époque où Molière, enfant, se trouvait dans la boutique paternelle. À propos de ce Vega, on peut remarquer qu'il n'est pas bien difficile de lui emprunter quelque chose étant donné qu'il écrivit près de 800 pièces et fut surnommé, non sans raison, le Phénix de l'Espagne ou la merveille de la nature. Bref, mon héros avait, comme vous le voyez, beaucoup lu, y compris en espagnol. Donc, ce Dépit amoureux, écrit aux dépens d'autrui, eut beaucoup de succès et fut acclamé par les Parisiens, éveillant ainsi l'attention soupçonneuse et peu amicale de l'Hôtel de Bourgogne. L'année 1659 fut marquée par de nombreux changements dans la troupe. À Pâques, un jeune homme vint voir Molière, se présenta respectueusement et demanda à entrer dans la troupe. Il s'appelait Charles Varlet, sieur de la Grange, avait un visage sérieux et viril barré de fines moustaches et s'était spécialisé dans les rôles de premier amant. Il plut beaucoup à Molière qui l'engagea immédiatement. Décision qui apparut par la suite, du point de vue de ceux qui au cours des siècles s'attachèrent à la vie de mon héros, parfaitement justifiée. Dès les premiers jours de son entrée dans la troupe, le sieur de la Grange se munit d'un gros cahier qu'il baptisa Registre et, jour après jour, entreprit d'y consigner
tous les événements qui se produisaient dans la troupe de Molière. Le sieur de Lagrange nota ainsi les morts et les mariages des acteurs, les départs et les entrées dans la troupe, le nombre des représentations, les recettes, etc., etc. Sans ce précieux registre que Lagrange tint à jour en l'agrémentant de petits dessins symboliques, nous en saurions beaucoup moins sur notre héros que nous n'en savons maintenant. Ou plutôt, nous ne saurions pratiquement rien. Lagrange entra donc dans la troupe et Dufresne quitta la capitale pour regagner sa Normandie natale. Le théâtre du Marais fit des offres au couple du Parc et celui-ci s'en fut à la suite d'un quelconque différend avec Molière. Ce fut une grande perte. Une certaine consolation fut apportée par la venue du célèbre comique du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne, Julien Bedeau, surnommé Jodelet, par référence au personnage comique des pièces de Scarron. Il fit dans la troupe un excellent travail, qui fut malheureusement de brève durée. Jodelet mourut l'année suivante. Du Marais, Jodelet avait emmené avec lui son frère, le sieur de l'Espie, qui tint les emplois de vieillard ridicule, généralement désigné dans les farces sous le nom de Gorgibus. Il convient enfin de rapporter un pénible événement. À la fin du mois de mai 1659, ce fut le départ du premier compagnon d'armes de Molière, l'ancien enfant de la famille, l'amoureux qui bégaya jusqu'à la fin de sa vie, Joseph Béjart. Toute la troupe l'accompagna au cimetière, et le théâtre fut proclamé en deuil durant quelques jours. Ainsi s'écoula l'année 1659, dans la fièvre du travail, les soucis matériels et l'agitation des esprits, l'alternance des joies et des chagrins. Et à son terme, éclata comme un coup de canon un événement remarquable.